sans tarder, on va peut-être commencer le premier exposé. Donc on va demander à Estelle Thébault, qui est oncopédiatre au CHU de Nantes, et Émilie de Carlier, oncopédiatre au CHU d'Angers, de nous présenter les enfants. Oncopède PL. Bonjour à tous. Moi je suis Estelle Thébault, ma collègue, Émilie de Carlier. On nous a confié cette tâche assez légitimement de vous parler des filières de soins spécifiques en oncologie pédiatrique dans la région Pays de Loire. On est dans le thème et en effet on va vous parler de parcours spécifiques pour une meilleure expertise. Pourquoi la cancérologie pédiatrique? En effet, quand un enfant est touché par un cancer, un enfant c'est pas un petit adulte, c'est un adulte en devenir, et la cancérologie pédiatrique a un certain nombre de spécificités qui nécessitent en effet une prise en charge vraiment individualisée. Le cancer de l'enfant, vous le savez, c'est une faible incidence, et bien heureusement, ça représente environ 1% de l'ensemble des cancers sur notre territoire, et on peut également parler d'environ 2500 nouveaux cas par an en France. Alors les 2500 nouveaux cas, c'est jusque 15 ans, on s'occupe aussi des 15-18 ans, et les intervenants suivants reviendront sur cette thématique. Le cancer de l'enfant, c'est une hétérogénéité en termes de diagnostic, d'histologie, ça a vraiment des particularités. Et puis évidemment, on travaille dès le diagnostic sur les conséquences de la maladie et des différentes prises en charge thérapeutiques sur le développement de cet enfant qui est un adulte en devenir. Donc il est indispensable d'avoir un environnement spécifiquement adapté à l'enfant, donc un environnement pédiatrique, sur le plan matériel, accueil des enfants, et puis également sur le plan des équipes qui vont être amenées à prendre en charge ces patients. L'autre particularité en pédiatrie, et contrairement à la spécificité oncogériatrie qui a été abordée ce matin, c'est qu'une grande partie de nos patients, quasiment une majorité d'enfants, sont inclus dans des essais cliniques, pas que des essais précoces, aussi des essais de phase 3. On parle d'essais à l'échelle nationale, européenne et voire internationale. Et puis, les progrès en termes de prise en charge et de survie de nos patients, ils ont été vraiment améliorés ces dernières années. Et on sait que c'est en lien avec des prises en charge réalisées par des équipes expertes. La structuration de la cancérologie pédiatrique, ce sont des poupées russes, mais il n'y a pas de dictateur, c'est ça qui est bien. Et donc on va d'une société internationale à une société européenne. Ce sont des sociétés savantes qui nous permettent d'avoir des bases de prise en charge. On a également une société savante en France, la SFCE. Et à l'échelle plus régionale, nous on appartient à une organisation interrégionale qui est l'organisation GOS, Grand Ouest Cancer de l'Enfant. Et puis on est tout au bout de cette chaîne. Nous on est le réseau régional Oncopède PL, et on est vraiment les acteurs de terrain, et on travaille, vous l'avez compris, avec 2 CHU pour les expertises de prise en charge, les CHU de Nantes et Angers, nos centres hospitaliers associés, et évidemment les différents partenaires libéraux de la ville. Alors, on est 2 pour cette présentation, c'est pas tout à fait par hasard, c'est qu'on a appris, et on nous a baignés dans cette capacité à collaborer, cette capacité à travailler ensemble. Et les CHU de Nantes et de Angers travaillent ensemble déjà depuis quelques années, et c'était devenu une évidence, même bien avant les circulaires et les différents éléments de la législation qui sont apparus. Mais finalement, le réseau d'oncologie pédiatrique, il est apparu en 2000, et puis les choses ont évolué progressivement. La création de l'organisation interrégionale et la discussion autour des filières de soins, elle date déjà de 2009, avec finalement une contractualisation du CEPOM, et donc on s'est rattaché au réseau OncoPL en 2014. Et maintenant, on est évidemment, et comme ça a été dit ce matin, on a rejoint OncoPL avant le référentiel des RRC, et on est maintenant, avec les nouvelles recommandations depuis avril 2022, complètement dans la thématique, et on travaille évidemment sur le parcours de soins de nos patients sur cette échelle régionale. Je vais prendre la suite pour vous préciser un petit peu plus les missions du réseau. Donc ça va bien sûr être de garantir à tous les enfants atteints d'un cancer une prise en charge de qualité,
dans les meilleurs délais. Il ne faut pas oublier que la majorité des cancers pédiatriques vont avoir une évolution assez rapide et donc nécessitent une prise en charge rapide, en tenant compte bien sûr des besoins médicaux, mais aussi psychologiques, sociaux, notamment avec l'insertion scolaire, et à chaque fois que c'est possible, au plus près du domicile. Donc l'objectif de notre réseau de coordination, ça va essayer de viser une offre de soins cohérente, associant à la fois l'expertise, mais aussi la prise en charge de proximité. Donc pour l'expertise, ça va être centralisé donc, sur ces centres de référence, les 2 CHU, on y reviendra, qui vont avoir la pluridisciplinarité au cœur de leur fonctionnement, et puis bien sûr les plateaux techniques. En balance à côté de ça, afin d'améliorer autant possible la qualité de vie personnelle, familiale, sociale, et on va pouvoir s'appuyer sur les centres de proximité. Donc le rôle du réseau régional Onco-PPL, il va bien être de répondre à cette double exigence avec la mise en place d'un maillage entre les différents intervenants. Donc pour renforcer l'expertise des équipes, on a mis en place une organisation en filière de soins, probablement en grande partie facilitée quand même par la géographie, la proximité géographique de nos 2 centres, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions. Et donc qui va s'articuler autour des 2 centres de référence labellisés, que sont le CHU d'Angers et le CHU de Nantes. Le CHU d'Angers va être référent dans le domaine de la neurochirurgie et de la neuro-oncologie, et le CHU de Nantes va centraliser les filières de soins concernant la prise en charge chirurgicale des tumeurs osseuses, des tumeurs viscérales, et dans le domaine de l'hémopathie, de l'allogreffe de moelle osseuse. Alors, à l'échelle territoriale, ça va pouvoir s'appuyer sur ces différents interlocuteurs, donc bien sûr les 2 CHU dont on a parlé, et puis pour la proximité, c'est les 5 centres hospitaliers pour lesquels des conventions ont été signées de délégation de chimiothérapie et de réalisation de soins de support, donc qui sont les CH de Laval, du Mans, de Cholet, de Saint-Nazaire et de La Roche-sur-Yon. On dispose d'un centre de radiothérapie qui est donc sur l'ICO de Nantes, et on a la chance d'avoir deux SSR, de soins de suite et de réadaptation, les EAN à Nantes et les Capucins à Angers, que beaucoup de régions nous envient, parce que certaines régions n'en ont pas du tout. Donc on peut être amené à accompagner des familles qui viennent d'autres régions. Voilà. Donc ce maillage, en fait, il va être gage de sécurité et de qualité des soins, encore une fois, en visant bien sûr l'expertise et l'excellence de soins, mais autant que possible, le plus proche possible du domicile des patients. Tout ça, ça nécessite une coordination des différents acteurs, des échanges en direct. On a fait par visio, donc c'était contraint, mais en direct c'est toujours mieux. Et puis bien sûr des formations pour autant que possible essayer d'harmoniser les pratiques et avoir une prise en charge la plus globale possible. Donc, à l'échelle cette fois-ci du patient, on va retrouver ici résumé, c'est une diapo un petit peu dense, mais le parcours de soins. Vous allez retrouver tous ces différents interlocuteurs avec, dès le début de l'histoire de la maladie, une place vraiment centrale des centres de proximité et des libéraux, avec la mission de dépistage de la maladie et puis le temps de pré-annonce, avant que les patients et leurs familles soient référencés dans les centres référents labellisés, qui sont le CHU de Nantes et le CHU d'Angers. Alors cette orientation, elle va être bien sûr en fonction du lieu d'habitation, mais pas que. Elle va surtout s'orienter sur les filières de soins, en fait. Et c'est pour ça que certains patients de La Roche-sur-Yon, par exemple avec tumeur cérébrale, vont être orientés directement au CHU d'Angers, en fonction des filières de soins qu'on a détaillées tout à l'heure. Cette organisation, au moment du diagnostic et de l'annonce, elle s'articule bien sûr avec l'OIR, dont on a parlé, qui coordonne nos RCP. Et puis durant le temps de traitement en tant que tel, eh bien, on va avoir l'appui de nouveau des différents interlocuteurs du réseau, les centres de proximité, les centres de rééducation, les libéraux, l'HAD, et puis les 2 équipes un peu transversales, que sont l'équipe régionale ressources de soins palliatifs pédiatriques, et puis l'équipe régionale centrée sur les adolescents et jeunes adultes, dont ma collègue le Dr Proust vous parlera à suivre. Voilà, donc au final, le réseau Onco-PPL contribue au fonctionnement des filières de soins d'expertise et de proximité pour les prises en charge d'enfants et d'adolescents atteints de cancer. Il s'emploie à les préserver dans la région.
Notre organisation, elle est bien sûr en lien avec le DSRC et elle nous offre l'opportunité de développer des nouveaux outils et de répondre aux exigences de la stratégie décennale. Je vous remercie. Donc c'est Dr Émilie Lepape qui travaille en service de soins palliatifs au CHU qui devait faire cette présentation, mais pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être présente. Donc je vais m'efforcer de reprendre les éléments de son diaporama. Donc on va parler des soins palliatifs. Bon, les soins palliatifs, ça répond, vous savez, à des définitions. Alors il y a des définitions variables, mais on peut retenir que ce sont des soins actifs. J'insiste sur le mot actif parce que parfois on a l'impression que c'est plus de l'accompagnement pas très actif. Ce sont des soins parfois très techniques. Ce sont des soins pluridisciplinaires, hein, clairement, avec de multiples professionnels de santé, de disciplines variées. C'est toute la difficulté souvent de coordonner les équipes et d'avoir des équipes complètes. C'est une approche globale du patient, et j'ajouterais même de la famille, des aidants, de l'entourage. Et ça concerne bien sûr des patients atteints de maladies graves, évolutives ou terminales, avec souvent la notion, bien sûr, qu'à un moment donné, ce sera la fin de vie. Alors on a très longtemps eu le dogme des soins curatifs, puis des soins palliatifs qui se limitaient souvent à la fin de vie, et dans l'esprit de beaucoup, ça reste encore ça comme aspect collectif. Souvent quand on parle de soins palliatifs, c'est fin de vie. Et on sait aujourd'hui en fait que les soins palliatifs, ça intervient très tôt, et dès lors qu'on a une maladie grave, évolutive, incurable et qui sera en phase terminale à un moment donné, on sait qu'on a tout intérêt à démarrer les soins palliatifs très tôt. Ça a été montré dans multiples domaines. Le cancer du poumon qui me concerne, c'est très démontré qu'effectivement, quand on fait des soins de support, on appelle ça soins de support, précocement en parallèle aux soins curatifs, et bien on gagne même de l'espérance de vie, de la qualité de vie. Alors, si on prend quelques données démographiques des Pays de la Loire, ça date de 2018, 3 700 000 habitants, il y a 34 800 décès, donc c'est quand même une grosse population. On imagine bien qu'une grande partie de ces patients ont eu ou auraient eu besoin de soins palliatifs, plus ou moins précocement. Quand on regarde les lieux de décès des patients, on se rend compte qu'un sur deux va décéder en établissement hospitalier ou clinique privée, 22% au domicile, 14% en EHPAD ou maison de retraite qui peuvent être assimilés pour certains au domicile, et puis d'autres où ce n'est pas forcément bien mentionné. Donc on voit bien qu'une grande partie des patients vont décéder dans des structures hospitalières ou en dehors de leur domicile. Alors où est-ce qu'on prend en charge ces patients en soins palliatifs? Si on regarde, en fait c'est extrêmement varié, et c'est toute la difficulté de la coordination des soins palliatifs. Ça va se faire à l'hôpital très souvent, on a vu que la moitié des gens meurent à l'hôpital, ou en clinique, privée. Et donc à l'hôpital, on a 3 grands types de structures. On a des structures clairement identifiées, l'unité de soins palliatifs, on va en parler, les équipes mobiles de soins palliatifs. On a des lits identifiés de soins palliatifs dans les différents services, et on a surtout en fait beaucoup de services hospitaliers. Et quand on regarde, moi au CHU d'Angers, la plupart des patients qui décèdent dans un contexte de soins palliatifs décéderont dans des services hospitaliers qui sont ni l'USP, ni des services qui ont des lits identifiés de soins palliatifs, avec souvent des effectifs qui ne répondent pas forcément à ce qu'on souhaiterait pour des soins palliatifs. Et puis à côté de ça, on a au domicile des patients qui vont mourir chez eux, au domicile, quand ils ont la chance de pouvoir être entourés au domicile, ou bien dans l'établissement de résidence, EHPAD et autres, ou alors pris en charge par l'HAD. Et donc pour ces différents lieux en dehors des unités spécifiques soins palliatifs identifiés, on a un maillage régional d'équipes mobiles de soins palliatifs qui vont intervenir pour aider les équipes à prendre en charge les patients. Alors quand on regarde la carte régionale qu'on retrouve sur le site de l'ARS, c'est une carte de 2017 qui est un peu actualisée en 2022, on voit qu'il y a effectivement en termes d'équipement un maillage régional, mais qu'il y a quand même des disparités importantes. J'ai mis ici en violet les unités de soins palliatifs. Il y a 5 unités de soins palliatifs sur 6 qui fonctionnent actuellement en Pays de la Loire, 2 à Nantes, 1 à Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon et Angers. On voit qu'en Mayenne, il n'y a pas. On voit qu'en Sarthe, l'unité de soins palliatifs aujourd'hui est fermée. Et la principale cause, ce n'est pas le manque de volonté locale de mettre des unités de soins palliatifs, c'est le déficit, la démographie médicale en fait, qui est extrêmement précaire pour les soins palliatifs, puisque ça n'est pas une spécialité, ça n'est pas un DES médical, c'est une formation complémentaire, et forcément ça pose des problèmes de vocation, et puis ensuite les gens se concentrent, vous le savez maintenant, beaucoup plus dans les grandes villes que sur les villes moyennes. Donc ça c'est un problème régional, mais qui n'est pas propre à notre région. Et puis on a des structures, donc des équipes mobiles de soins palliatifs, donc qui sont représentées ici avec les petits carrés jaunes. Donc là le maillage est beaucoup mieux réparti. On a 50, je sais plus combien 25 ou 23 même, je crois, équipes mobiles de soins palliatifs. Et puis ensuite on a des lits identifiés de soins palliatifs dans les établissements de santé, que ce soit du court séjour ou du long séjour ou SSR. Et on a à peu près 432 lits identifiés de soins palliatifs dont on va reparler. Donc ça c'est le maillage régional. Alors si on reprend le fonctionnement des différentes équipes, donc on a dit il y a 5 unités de soins palliatifs, on voit bien que c'est clairement pas là où la majorité des patients vont être pris en charge. Elles ont quel rôle ces unités? Donc ce sont des petites structures de 8 à 18 lits.
dans lequel on va plutôt privilégier l'hospitalisation entre guillemets de courte durée. Alors on n'est pas en hôpital de jour, hein, mais l'idée c'est pas de garder forcément des patients jusqu'à la fin de vie, c'est plutôt de faire des prises en charge complexes, hein, des patients qui ont vraiment une complexité, soit parce qu'ils ont des symptômes extrêmement lourds et complexes, douleurs, dyspnée, nausées, vomissements, soit parce que l'accompagnement est complexe, avec un ratio de personnel souvent plus important dans ces structures. Donc on a plus de soignants, plus d'infirmières, plus de temps médical, et puis des paramédicaux, d'autres professionnels de santé donc présents dans ces unités, qui va permettre d'optimiser la prise en charge. Et puis ces équipes-là, elles ont surtout et aussi un rôle important d'enseignement et de recherche. Bon, le problème de ces équipes aujourd'hui, on l'a vu, c'est qu'il y en a une qui aujourd'hui ne fonctionne plus depuis 2 ou 3 ans pour des raisons d'effectifs médicaux. Et puis pour les autres, quand même, quand on regarde le personnel de ces structures, je ne l'ai pas mis ici, mais ils sont quand même extrêmement limités. Et pour mener toutes ces missions de soins, d'enseignement et de recherche, on est quand même assez limité. À côté de ça, donc, on a des lits identifiés de soins palliatifs. Il y a eu une quinzaine d'années, toute une campagne de création de lits identifiés de soins palliatifs. C'est au sein d'un service hospitalier, hein, cette fois-ci, ou un SSR, où on va avoir une prise en charge donc, spécialisée en soins palliatifs en dehors des USP. L'idée, c'était de traiter les malades là où ils ont été pris en charge aussi. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de ces lits dans les services d'orientation oncologique, hein, pneumologie, gastro, donc on a des lits identifiés de soins palliatifs au CHU en pneumologie par exemple, ou bien dans des structures type SSR. Théoriquement, il y a un financement supplémentaire en termes de tarification à l'acte pour avoir un peu de personnel supplémentaire pour prendre en charge ces patients, mais on est loin bien sûr de ce qu'on voit dans les unités de soins palliatifs. Et donc il y a à peu près 430 lits de soins palliatifs dans la région. On a aussi des réseaux de soins palliatifs donc, qui ne sont pas mentionnés ici dans le diaporama. Et puis enfin, à côté de ça, on a donc des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc là, la répartition géographique, on l'a vu tout à l'heure, elle est beaucoup plus, elle est mieux organisée dans la région. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont formées en soins palliatifs. Dans certaines structures, elles sont d'ailleurs couplées à l'unité de soins palliatifs. Au CHU, on a maintenant un service, je crois qu'à Nantes c'est pareil, donc qui couple l'unité mobile, enfin l'équipe mobile et l'unité fixe, où les gens d'ailleurs passent de l'une à l'autre, ce qui est forcément, je trouve, plus intéressant. Ce sont des équipes médicales, des équipes paramédicales, infirmiers, assistantes sociales, psychologues, kinés, APA et autres. Et donc ils vont se déplacer soit dans l'hôpital, dans les services, à la demande des services, pour aider plutôt les soignants à prendre en charge les patients, et qui vont avoir aussi une activité extra-hospitalière. L'équipe mobile au CHU passe 50% de son temps à l'extérieur en fait, du CHU pour aider les équipes à prendre en charge les patients. Donc c'est un accompagnement des équipes de soins, on fait surtout du conseil, de la formation. On ne fait pas théoriquement de prescription, on n'est pas effecteur de soins quand on a l'équipe mobile, on est vraiment en soutien des équipes, et les équipes mobiles ont aussi beaucoup de missions de recherche et d'enseignement et de formation dans les différentes structures pour essayer de former finalement toutes les équipes autour de nous à faire des soins palliatifs tels qu'on le recommande aujourd'hui. Donc cette mission d'information, formation ou mise en œuvre des lois est extrêmement importante dans cette organisation pour les USP, pour les équipes mobiles. On rappelle que les soins palliatifs sont encadrés par un certain nombre de lois, et notamment on peut citer la dernière, la loi Claes-Leonetti en 2016, qui a introduit quand même des pratiques professionnelles nouvelles. Et donc le rôle de ces unités de soins palliatifs, de ces équipes mobiles et des réseaux de soins palliatifs, à Angers, il y a un réseau qui s'appelle CASPA par exemple, le rôle c'est de former tous les professionnels de santé finalement aux soins palliatifs, qu'ils soient médecins ou paramédicaux. Et on a effectivement 4 ou 5 nouvelles pratiques importantes. C'est la sédation profonde et continue qui soulève quand même beaucoup de questionnements sur la mise en place en pratique de cette sédation qui va jusqu'au décès, mais qui a des conditions strictes d'application. On rappelle une souffrance insupportable. Alors moi j'ai toujours du mal encore à savoir ce qu'on appelle insupportable. Et puis un décès reconnu comme inévitable, et surtout il faut qu'il y ait une discussion théoriquement en procédure collégiale pour qu'on puisse valider effectivement une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il y a aussi le caractère contraignant des directives anticipées qu'on devrait normalement au moins proposer aux patients systématiquement, le renforcement des personnes de confiance, et puis le rôle central du médecin dans l'information justement sur cette loi et les accès aux patients. Donc il est évident qu'il y a un besoin, et là, je crois qu'elle finissait là-dessus sur son diaporama, un besoin d'une coordination des soins de support, des soins palliatifs, et c'est toute la problématique, on l'a vu, de cet éparpillement des structures qui sont pas forcément bien réparties régionalement. Il est important effectivement qu'il y ait une coordination de ces soins de support et palliatifs pour que les patients puissent finalement bénéficier de soins palliatifs le plus précocement possible, qu'on puisse intégrer dans le parcours du patient les équipes de soins palliatifs précocement. Moi je suis cancérologue en cancérologie thoracique.
Il est clair, depuis quelques années, on appelle beaucoup plus facilement l'équipe mobile précocement chez nos patients quand on sent qu'effectivement la maladie est une maladie pour laquelle on n'aura pas un traitement très actif longtemps sur le plan curatif. Donc il est important de pouvoir débuter les soins palliatifs précocement, encore faut-il avoir ces équipes à disposition. Et puis il faut que les structures qui font du soin palliatif sans avoir de formation en soins palliatifs puissent faire appel à des équipes spécialisées comme des équipes mobiles pour pouvoir répondre à leurs différentes problématiques. L'équipe mobile de CHU, on est souvent appelé pour les problèmes de sédation profonde notamment, qui suppose une discussion collégiale avec quand même, si possible, une personne un petit peu indépendante de la prise en charge vraiment directe du patient. Donc on va voir, je crois, dans les exposés suivants, quelles sont les pistes éventuellement pour essayer d'améliorer ces coordinations par les infirmiers, en particulier ces infirmiers de coordination et autres. Pas forcément naturel pour certains. Et parfois c'est vrai qu'il faut se frotter un petit peu pour que la collaboration fonctionne bien. Alors on vient de voir là certaines filières de prise en charge et pour que cette collaboration fonctionne, eh bien, semble-t-il qu'il y a des spécialistes de la matière et donc c'est la transition vers ces métiers, s'ils existent, où vous allez découvrir un petit peu ce monde des spécialistes de la coordination. Voilà. Merci. Alors effectivement, on ne va pas monter tous les métiers de la coordination, mais on voulait vous présenter cet après-midi quelques métiers de la coordination. Donc il y en a 4 qui vont être balayés dans cette plénière. Donc, moi je vais faire très rapide sur le réseau, parce qu'on a beaucoup parlé du réseau, donc je ne vais peut-être pas surcharger, mais quand même peut-être positionner 2-3 choses qui ont été dites rapidement depuis ce matin, et vous rappeler quand même que nos missions en tant que réseau régional de cancérologie, c'est-à-dire, vous l'avez compris maintenant, dispositif spécifique régional du cancer, c'est une finalité qui est de garantir à tous les patients atteints de cancer dans une région un accès égal à des soins de qualité, quel que soit le lieu et la structure de prise en charge. Et pour cela, on a des grands axes de travail qui sont animer le réseau des acteurs, donc vraiment travailler en collaboration, comme on le dit depuis ce matin, avec tous les acteurs de la cancérologie. On dit, nous, volontiers le mot acteur, parce que ce n'est pas seulement les professionnels de santé, on est vraiment avec, on parle aussi des usagers, on parle de l'administration en général, on parle du niveau national et du niveau territorial. C'est vraiment important de travailler avec tous les acteurs, surtout en développant des outils. C'est vraiment notre valeur ajoutée dans la coordination, c'est proposer des outils pour que les gens apprennent à travailler ensemble, en portant aussi des projets autour de l'expertise et du recours, et puis en développant l'information, comme on fait aujourd'hui, par exemple, pendant ces 2 jours. Alors pour cela, je le disais un petit peu dans le film, le réseau a un rôle, et c'est vraiment notre valeur ajoutée en termes de coordination, c'est de faciliter la tâche à tous les acteurs, pour le coup, du soin. Et nous, on ne fait pas de soins, mais par contre, on doit donner de la visibilité, donner des outils facilitant la vie des professionnels de santé. Vous le voyez sur cette diapositive. Alors cette diapo, c'est un petit peu notre leitmotiv à OncoPL. C'est un document qu'on a mis en place dans notre site web et qu'on diffuse un peu partout, avec sur la partie gauche de la diapo tous les acteurs qui travaillent pour la santé du patient, que ce soit des professionnels de la ville ou de l'hôpital, et aussi toutes les associations de patients. Et sur la droite, toutes les étapes du parcours de soins idéal des patients atteints de cancer, qui est le parcours proposé par le plan cancer et prôné par l'INCa, avec ces différents temps que vous connaissez, la RCP, l'annonce, la remise du PPS, s'appuyer sur les référentiels de bonne pratique, la proposition des essais cliniques, le DCC bien entendu, et puis la phase des traitements, avec les traitements dits curatifs ou actifs et les soins de support donc entremêlés, jusqu'à la remise du programme personnalisé d'après-cancer. Donc toutes ces étapes clés, eh bien, le coordonnateur qu'est le réseau régional de cancérologie doit pouvoir proposer des outils. Comment on travaille pour ça? Donc notre façon de travailler, c'est ce qu'on appelle la méthode projet. Donc on va travailler toujours de la même façon, avec un projet identifié qui rend service, si possible, ne pas se mettre à développer une énergie folle, à faire des choses qui ne servent à rien et qui ne sont pas utiles aux acteurs de terrain. Donc le minimum, c'est de revenir vers les acteurs de terrain, donc vers vous, pour savoir quels sont les projets qui vont vraiment vous correspondre. Que ce soit des projets régionaux, on ne travaille pas à façon, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le réseau OncoPL, il ne va pas aller travailler un petit peu pour la clinique de l'Anjou, un petit peu pour le CHU de Nantes, puis un autre projet pour l'ICO. Nous, on travaille toujours sur un volet régional, donc c'est un projet qui doit embarquer toute la région. Et puis après, eh bien, on a un projet à prédéfinir avec un chef de projet qui est nommé au sein de l'équipe OncoPL, un groupe de travail qui rassemble des acteurs de toute la région,
et puis le temps classique du projet, c'est-à-dire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'oncofertilité? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'activité physique adaptée? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les RCP? Et ensuite, en parallèle, eh bien, on construit des outils pour améliorer les choses qui ne marcheraient pas bien. Et enfin, dernière étape et non des moindres, la diffusion et l'information auprès des professionnels. Parce que c'est pas le tout de faire les outils, mais c'est de les faire connaître ensuite. Et là, on voit bien que ça peut être un petit peu le petit partie difficile, parce que souvent dans les groupes de travail, on a des gens qui sont hyper motivés, c'est des sujets qui les portent, qui sont là, ils participent, etc. Mais ensuite, quand on passe à la deuxième étape, qui est de diffuser ces outils pour tout le monde, et ben là, on n'a pas forcément les bons relais d'information, on n'a pas forcément des gens qui sont au taquet sur le site OncoPL tous les matins pour aller voir tout ce qui vient de sortir. C'est dommage, je pense qu'à la fin de ces 2 jours, vous saurez ce que vous avez à faire tous les matins en mouvement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a besoin de diffuser cette information et bien sûr de l'évaluer pour pouvoir la remettre à jour ou bien arrêter un projet qui n'aurait plus lieu d'être. Donc ce matin, Eric vous a montré cette diapo pour vous dire qu'on travaille de la même façon dans toutes les régions et le réseau régional OncoPL, même si entre nous, on sait quand même que c'est un peu le meilleur. Hein. Les autres travaillent pas mal non plus. L'Occitanie, ils sont pas mal. Mais bon. Et voilà, donc on peut s'enorgueillir d'avoir un joli logo au plus. Et donc pour terminer sur cette présentation de COPL, la force d'un réseau de cancérologie, donc là pour tout réseau, et cette notion de coordination, c'est de pouvoir savoir travailler avec tous les acteurs locaux, avec les partenaires régionaux, avec les instances aussi, et puis bien sûr avec le niveau national, et l'objectif étant d'avoir un maillage des acteurs territorial, régional, national, pour promouvoir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients atteints de cancer. Donc une fois que je le dis ça, j'ai l'impression d'avoir fait une espèce de toile d'araignée qui englobe tout le monde. En fait, c'est un petit peu l'idée que personne ne passe trop entre les mailles du filet pour pouvoir avoir accès à ces outils. Et donc on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la surveillance, on est vraiment dans la facilitation et dans l'apport de connaissances pratiques pour que vous, au quotidien, dans votre exercice de la prise en charge du patient atteint de cancer, vous puissiez vous dire, tiens, j'ai une question sur l'oncofertilité, j'ai une question sur l'activité physique adaptée, j'ai quelque chose qui ne va pas sur les RCP, je cherche des référentiels, ben vous puissiez vous tourner vers OncoPL. Voilà pour le réseau régional. Bonjour à tous, Dr Maisonneuve, j'ai été hématologue au CHD Vendée et j'apporte un tout petit concours actuellement au fonctionnement du 3C. Et on m'a demandé d'illustrer par quelques exemples ce qu'est la réalité de l'activité d'un 3C. Je pense que je vais peut-être vous montrer beaucoup d'imperfections, mais en tout cas ça correspond à la vraie vie de ce qui a pu être réalisé dans l'exemple de la Vendée. Un petit mot d'abord pour dire que le plus difficile ça a été de créer ce centre de coordination avec une volonté qu'il soit d'emblée départemental, autrement dit qu'il assure d'emblée une coopération privée-publique, ce qu'on a réussi à faire avec 4 établissements publics et 3 cliniques privées pour la Vendée. Ensuite, le plus difficile, c'est tout de même de stabiliser l'équipe opérationnelle. Et j'ai cité ici les gens qui ont participé à ce travail au fil des années, en notant bien que la tâche pivot a été celle du cadre de santé, qui finalement a représenté, on va dire, l'armature de cette organisation, aidée d'une secrétaire. La plus grande des difficultés qui demeurent, c'est de trouver une coopération médicale, autrement dit d'avoir un interlocuteur médecin qui veuille bien être associé au fonctionnement du 3C, et ça reste une vraie difficulté au cours du temps. Et vous le voyez, dans l'évolution de l'équipe opérationnelle, on a prévu aussi du temps infirmier pour mener certains projets, notamment concernant l'après-cancer en particulier. Le contexte départemental, comme je le disais, c'est 7 établissements, donc public-privé, qu'il faut coordonner à cette échelle. Donc les missions, ce sont les missions régaliennes qu'on a évoquées déjà dans la matinée et tout à l'heure, l'organisation des RCP, avec quelque chose quand même qui est caractéristique, c'est la très forte croissance de cette activité de RCP, je pense dans de nombreux établissements de la cancérologie. C'est la mise en place d'un dispositif d'annonce et son accompagnement, j'y reviendrai dans un instant. C'est bien sûr une information patient qui soit partagée à l'échelle d'un territoire. C'est pourquoi on a constitué un classeur patient qui est proposé à tous les patients, quel que soit le lieu
milieu de leur prise en charge initiale et même secondaire. C'est ce qui est important, un retour d'information vers les établissements, quels qu'ils soient, qu'il faut organiser et qu'il faut tenir au fil des années. Le Covid est venu perturber cette organisation par ailleurs. Et c'est essayer de penser à l'information du public. Et comme je l'ai noté, bien qu'on ait un projet déjà écrit, finalement il n'a jamais été activé pour l'instant pour différentes raisons en termes d'espace rencontre-information. Pour les RCP, juste pour dire et vous donner une idée du volume, hein, ça semble de plus important puisque c'est 6000 fiches presque traitées sur une année au titre du département, auquel il faut associer les RCP régionales tenues au niveau du CHU et de l'ICO, qui ne sont pas comptabilisées ici. Et c'est dans le quotidien quand même l'accompagnement des professionnels, parce que Dieu sait s'il y a des difficultés avec la visioconférence et qu'il faut revenir vers les acteurs de terrain pour régler des problèmes techniques. Et là, le 3C est très souvent sollicité. Le dispositif d'annonce, c'est capital, et quand on fait, comme je viens de le faire avec le cadre du 3C, le tour du département et des établissements, on se rend compte que les organisations de l'annonce sont extrêmement variables en fonction des établissements et des ressources. Et là, il y a un travail aussi, enfin, une attention particulière à porter à ce dispositif avec une évaluation de la traçabilité de ce dispositif d'annonce. Le PPS, PPAC, presque des gros mots. Tant c'est difficile de les mettre en place, je sais qu'on va avoir le soutien actif de COPL sur ce point, mais on sait sur le terrain la difficulté de remettre ces PPS, voire même que les équipes médicales les constituent et veulent bien les remettre. Il y a un vrai sujet qui n'est pas local, je l'espère, enfin en tout cas qui reste d'actualité. Les soins de support, bien sûr, les 3C sont par nature là une coordination de ces soins de support, de l'organisation, de la mise en relation, de la gestion des rendez-vous parfois. Enfin, il y a tout un travail autour de cette coordination des soins de support. Pour nous, ça s'est décliné sur différents thèmes, comme vous le voyez, les ouvrages à destination de la jeunesse, le projet APA qui s'est mis en œuvre en 2021, un bilan d'activité des soins de support, toute activité confondue, y compris socio-athlétique, sophrologie par exemple, un soutien au développement de l'hypnose, parce qu'on est convaincu que dans certains domaines, en particulier de la radiologie interventionnelle, l'encadrement des actes douloureux, c'est une technique qui pourrait avoir sa place, et donc là on est en train de mener une réflexion là-dessus. L'accueil des aidants aussi, on a participé à certaines actions sur ce thème. Les projets d'oncofertilité, où il y a eu un travail en cours avec le CHU de Nantes à propos d'une thèse. Et puis, à titre d'exemple, la mise en place d'ateliers de cuisine à destination des patients. Ce sont autant d'exemples de soins de support, bien sûr, qui peuvent être encouragés et soutenus. La formation des patients, comme je vous l'ai dit, on essaye qu'elle soit homogène. Ça passe donc par un classeur patient partagé, par ce projet d'ERIC qui est toujours en cours, par une newsletter que le 3C Vendée essaye de tenir pour informer l'ensemble des acteurs du département, par des flyers qui sont faits par des disciplines pour essayer d'apporter une information plus spécifique en fonction des thématiques de soins. Bien sûr, par de la participation à des journées grand public thématiques que vous connaissez tous. Et puis aussi par la tenue d'un livret, justement, d'un annuaire des soins de support au titre du département, pour aider à l'information des patients, en sachant que constituer un annuaire départemental des ressources en cancérologie, c'est particulièrement difficile, et que c'est un travail, on va dire, du quotidien finalement. Il faut une actualisation perpétuelle. Le 3C a tout de même aussi un rôle d'évaluation, enfin de démarche qualité par nature, mais là je vous ai cité des exemples dans lesquels le 3C a pu mener des actions, bien sûr les réponses au questionnaire IPAX annuel, une démarche sur la connaissance de la loi Neonetti auprès d'un service clinique, en l'occurrence d'oncohématologie, l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment des dispositifs d'annonce auprès d'un établissement, pour aider justement à l'amélioration de ce dispositif, des études ou des évaluations sur les délais de prise en charge, que ce soit là, ici, en termes de cancer du sein ou d'ORL. Et un travail aussi qui est particulier peut-être à notre 3C, c'est un suivi extrêmement précis de ces RCP pour pouvoir restituer à tous les praticiens la réalité de leur activité avec, on va dire, un travail de qualité pour vérifier les données qui permettent ce tableau de suivi personnalisé. Et un autre exemple, bien sûr, c'était l'évaluation du projet Pronopal lorsqu'il a été lancé et réalisé.
En matière de prévention et de dépistage, j'en parlerai sans doute pas très bien. Je pense que c'est une des tâches les plus difficiles finalement, parce que ça demande effectivement un réseau, des relais, une sensibilisation bien sûr à ces actions de prévention et de dépistage. Bien sûr, le 3C s'est inscrit dans plein d'initiatives, là aussi à l'occasion de journées thématiques notamment. Les actions en cours, c'est un programme d'éducation thérapeutique post-cancer, qui est d'ailleurs difficile à mener parce que peu de patients s'y sont inscrits malgré les propositions de soutien qui étaient apportées. C'est un programme qui fonctionne bien de simulation à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, en collaboration avec le CEPESIM. C'est apprécié des soignants, c'est pour tout public, médecins, infirmières, manipulateurs radio, secrétaires. Ça permet effectivement d'avoir une proposition de formation adaptée à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, et Dieu sait, c'est en cancérologie évidemment, c'est une situation extrêmement fréquente. Autre exemple, c'est un groupe de travail que nous avons lancé, je dirais insatisfait de l'absence d'espace rencontre-information, sur l'idée d'un projet de CD d'un robot humanoïde pour améliorer l'information des patients. Je ne détaille pas, mais c'est un travail qui est en cours et j'espère qu'il aboutira. Autre travail également qui nous semble intéressant, c'est la réflexion sur les plateformes de suivi à domicile. Vous savez que c'est un enjeu en termes de ressources ville-hôpital. Finalement, les médecins hospitaliers, enfin les soignants hospitaliers, mais aussi les soignants de ville sont débordés. Comment est-ce qu'on peut réduire cette charge tout en gardant la qualité des soins et la qualité de l'information partagée? Donc on a lancé une série d'audits de plateformes qui existent en France, qui sont déjà diffusées, justement pour sélectionner une des plateformes pour nous aider dans ce suivi à domicile. Et puis c'est un autre aspect, mais c'est une réflexion qu'on mène avec notre DIM sur l'idée de constituer des tableaux de bord en cancérologie qui aident à la réflexion institutionnelle tout en aidant les disciplines dans leurs projets. Ça n'est pas si simple, et on a aussi une réflexion justement à partir du nouveau DPI qui vient de s'installer dans notre hôpital, on va dire de mémoire. Donc je terminerai par un exemple de collaboration. C'est un travail qui a été initié par les psychologues de l'UPO, de notre hôpital, concernant l'information auprès des enfants ayant un parent atteint de cancer. C'est une situation particulière, on l'a évoqué déjà d'autres titres. Donc ça a été un travail collaboratif avec effectivement les psychologues qui ont initié ce travail en lien avec des soignants, on va dire toutes catégories et de plusieurs établissements. Et donc qui a abouti à la création de ce petit livret qui est désormais qui est un groupe de travail qui a été conduit de cette façon, avec une revue de la littérature bien sûr, une analyse de ce qui était déjà publié, et puis le travail d'une illustratrice qui a participé à la création de ce que j'ai appelé ce carnet de dialogue. Et effectivement, c'est un carnet qui a été plébiscité, je crois, par certains 3C en France et qui a connu une diffusion un petit peu plus large depuis sa création. Voilà, je vous remercie. Infirmier de pratique avancée, donc c'est Thomas Jézéquel, qui est infirmier de pratique avancée au CHU de Nantes, qui va nous faire cette présentation. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à faire cette présentation sur les métiers autour de la coordination en cancérologie, avec deux nouveaux métiers qui ont émergé finalement ces 20 dernières années, en même temps que le réseau OncoPL, que sont les métiers d'infirmier de coordination et plus récemment infirmier en pratique avancée. Et finalement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'IDEC ou d'IPA? Donc quand on regarde la genèse, d'où ça vient d'une problématique qu'on tente de résoudre depuis plusieurs années, des besoins de santé d'une population qui augmente, une démographie médicale qui est en baisse, et à ce moment-là, on pense à la délégation de tâches entre les professionnels médicaux et paramédicaux, qui sera validée plus tard dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire au travers des protocoles de coopération. Et en parallèle, les plans cancer, notamment 2 et 3, commencent à aborder la notion de coordination de parcours et souhaitent expérimenter des postes d'infirmiers de coordination, en précisant bien que c'est des professionnels qui devraient être formés à un niveau master, à un master de coordination de parcours de soins, et ce qu'on verra naître dans le cadre des masters qui vont préfigurer au diplôme d'État des infirmiers en pratique avancée. Et malheureusement, cette mention ne sera pas retenue après pour l'exercice en tant qu'IPA.
Alors, c'est quoi les missions d'une infirmière coordinatrice? C'est assez hétérogène selon les centres. Ce qu'on peut retrouver, ça s'inscrit dans une circulaire qui a été publiée en 2014, qui dit bien que les IDEC, par définition, interviennent dans le cadre du parcours de soins du patient, ont à charge d'optimiser la transmission des informations entre les professionnels de santé, notamment les professionnels de la ville et de l'hôpital, et à organiser les soins en réseau. Mais elles ont aussi un autre rôle qui est tout aussi important et parfois plus mis en avant dans certaines formes d'exercice de la coordination. C'est le rôle d'information et d'éducation thérapeutique du patient pour permettre au patient de bien comprendre les principes de sa pathologie, ses traitements, les éléments de surveillance au regard de ses traitements, afin qu'il s'empare de son projet de soins. Et certaines IDEC ont déjà mis en place des programmes d'éducation thérapeutique en tant que tel. Alors si on continue dans notre petite analyse des politiques de santé, eh bien, on voit un autre rapport qui essaye d'aller plus loin et propose la création de, de métiers de santé dits intermédiaires. Et on parle alors des infirmiers en pratique avancée. Et donc ça, c'est validé par la loi santé de janvier 2016, avec une mise en application beaucoup plus tardive en juillet 2018. Alors, la pratique avancée, est-ce que c'est une innovation française? Pas du tout. Elle est présente dans le monde depuis déjà plusieurs années. En fait, elle est présente depuis les années 60 aux États-Unis, depuis les années 80 au Canada. En Europe, il y a 13 pays qui ont déjà validé l'exercice en pratique avancée, et la France fait partie des derniers pays. Alors, il en reste encore un certain nombre à travailler sur ce sujet. Et puis en Australie, ça date de 2001. Et la difficulté quand on parle d'IPA, c'est qu'en fait, la confusion entre IPA et IDEC, elle vient aussi du fait qu'il y a deux profils chez les IPA. On retrouve les infirmières cliniciennes et les infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes, c'est un peu ce que le modèle français a décidé d'adopter, c'est-à-dire une infirmière qui a une pratique clinique directe au lit du malade, qui a une autorisation, enfin qui est habilitée à faire un examen clinique, qui peut prescrire certains médicaments, et même dans certains pays ont une compétence diagnostique. Tandis que les infirmières cliniciennes, elles sont beaucoup moins impliquées au lit du malade et plus en support aux équipes dans les situations de soins complexes et dans l'accompagnement des patients, dans les parcours de soins, et dans certains cas, elles peuvent aussi avoir des autorisations de prescription, mais ce n'est pas systématique. Donc en France, quelles compétences pour une IPA? La première compétence de l'IPA, c'est une pratique clinique directe, je vous ai dit, donc une pratique clinique qui tient sa source à la fois de nouvelles compétences plutôt d'ordre médical, puisqu'elle est habilitée à faire un examen clinique, elle est formée, elle peut aussi prescrire certains médicaments. Et surtout, quand on parle de pratique avancée, c'est bien la pratique infirmière qui est avancée, et c'est sa capacité à mobiliser davantage de connaissances en sciences infirmières, à relier les deux lorsqu'elle voit le patient, et puis à favoriser une prise en charge globale, à investir le patient dans son parcours de soins. C'est ça la pratique avancée infirmière. C'est pas le fait qu'une infirmière soit capable de faire une prescription médicale. Et l'IPA, cette pratique clinique-là, elle la met en interface avec d'autres compétences que sont le leadership, c'est-à-dire la capacité à initier un changement chez l'autre. Chez l'autre, ça peut être chez le patient, ça peut être aussi dans les équipes de soins. Elle a aussi des compétences en matière de collaboration. On parle beaucoup de multidisciplinarité. L'IPA, pour le coup, va essayer de créer un pont entre toutes ces disciplines. En tout cas, elle a pour mission de faire ça et favoriser l'interdisciplinarité. Et puis, toute une partie sur la pratique fondée sur les preuves, l'acculturation des équipes de soins à la pratique fondée sur les preuves. Donc, quand on revient à IPA, IDEC, eh bien, finalement, on a d'un côté donc, des infirmières de coordination qui sont expertes de l'organisation et du parcours de soins du patient, et de l'autre, des IPA qui sont expertes sur le plan clinique avec d'autres compétences qu'on a dit, mais elles peuvent se retrouver dans certaines missions, comme l'éducation thérapeutique du patient, comme la collaboration avec les différents professionnels de santé, notamment de la ville et de l'hôpital, mais également dans le dépistage des fragilités des populations à risque qu'on a cité précédemment, enfin tout au long de la journée. Et le futur. Alors la stratégie décennale de lutte contre le cancer continue de faire la part belle aux infirmiers de coordination, puisqu'il est hors de question, maintenant qu'il y a les IPA, de séparer les infirmiers de coordination. Et elles souhaitent développer leur mission et même les définir sur le plan national, puisqu'on a vu qu'il y avait une hétérogénéité sur le territoire à ce niveau-là.
Par ailleurs, elle souhaite continuer à optimiser la coordination du parcours de soins. Et concernant les IPA, eh bien peut-être que dans les années à venir, ce qu'il faudrait réfléchir, c'est les IPA qui exercent en soins primaires, dans le cadre d'une approche populationnelle, et un véritable rôle au niveau de la prévention et de la promotion de la santé, puisque ça fait partie de leur cœur de métier, et tout ce qui concerne l'éducation à la santé, les bilans de santé de ces populations, notamment dans les milieux un peu ruraux, ou en tout cas avec un désert militant. Donc en conclusion, si j'ai tenu le timing, bien entendu il reste des rôles qui sont à préciser. Qu'est-ce qu'une IDEC? Qu'est-ce que fait exactement une IDEC? Et trouver une définition, un consensus national. Je crois d'ailleurs à ce sujet qu'il y a un état des lieux qui est en cours par nos amis du réseau OncoPL. Et puis il va falloir commencer à penser à évaluer le déploiement des IPA, notamment dans le domaine de l'onco-hémato-oncologie, puisque ça fait maintenant 2 ans que les premiers sont sortis de formation, à savoir évaluer l'impact qu'ont les IPA sur la qualité de la prise en charge, les coûts en santé, et puis aussi dans les organisations de soins. Et enfin, le troisième point, et je pense que c'est aussi important, c'est les professionnels à informer sur les compétences de chacun et éviter les frictions qu'on peut retrouver entre certaines professions. Je vous remercie. Donc les patients ressources. Donc, les intervenants seront Marie-Christine Harry, présidente de la Ligue 44, et Marie-Albert Tijoux, patiente, ressources. Voilà, donc là, vous disposez d'un peu plus de temps, si vous le souhaitez. Merci, bonjour. Merci de nous donner l'opportunité de présenter ce dispositif qui est en place dans notre région depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Je vais commencer par l'historique du dispositif Patient Ressources. D'où vient-il? Eh bien, du plan Cancer 3, puisque l'axe 2 était de préserver la continuité et la qualité de vie. L'objectif, c'est d'assurer des prises en charge globales et personnalisées. Et enfin, l'action 7.15, sur laquelle s'appuie ce dispositif, l'intervention de pairs ayant déjà eu l'expérience de la maladie dans l'accompagnement, qui peut donc être un facteur facilitant la communication soignant-soigné et la participation de la personne à cette prise en charge. Soutenir les expériences de patients ressources bénévoles dans l'accompagnement de personnes atteintes de cancer et dans la formation des professionnels de santé, et évaluer leurs apports et les conditions de réussite. Voilà quels sont toujours les objectifs, notamment soutenir les personnes et participer à la formation des professionnels de santé. Un patient ressource, pourquoi faire? Par son expérience de la maladie, il a donc un savoir expérientiel. Le patient ressource peut jouer un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité du parcours de soins des patients à 2 niveaux. Intervention dans la formation des professionnels de santé. C'est le patient ressource témoin. Dans ce cadre-là, il va intervenir dans les instituts de formation de soins infirmiers, aides-soignants, devant des étudiants en pharmacie, en médecine ou de futurs manipulateurs radio. Ou bien la participation au parcours de soins dans les établissements par des interventions en complément des équipes soignantes auprès des patients. C'est le patient ressource parcours. Que faut-il faire pour devenir patient ressource? Nous, les patients ressources, nous avons tous eu un contact plus ou moins long, multiple, avec la maladie. Et nous avons tous un recul suffisant par rapport à la maladie. Recul suffisant ne veut pas dire que notre cancer remonte à 2, 3 ou 4 ans, mais que nous mettons suffisamment de distance avec la maladie, quel que soit le moment où nous intervenons. Nous pouvons devenir patients ressources pendant les soins, au cours d'une récidive, d'un deuxième cancer. Tout dépend de notre posture vis-à-vis de la maladie. Nous avons donc un savoir pratique acquis de l'expérience. Et cette expérience, elle peut être multiple et variée, bien sûr. Nous intervenons bénévolement, et là nous sommes tous les deux patients ressources avec la Ligue contre le cancer, 44 pour moi, 49 pour ma collègue.
Et pour être patient ressource, la première démarche, c'est de rencontrer un psychologue. C'est elle qui va, enfin je dis c'est elle parce que dans notre comité c'est une femme, c'est le psychologue qui va déterminer justement le recul qui est le nôtre par rapport à la maladie. L'objectif de la lutte contre le cancer étant que le patient ressource ne se fasse pas de mal et ne soit pas toxique avec les personnes devant lesquelles ou avec lesquelles il intervient. Et justement pour ça, ce n'est pas que nous ne sommes pas que des personnes qui souhaitons se faire du bien ou faire du bien aux autres. Nous avons une formation et cette formation, elle ne requiert aucun prérequis en termes de formation initiale. Tout type de profil peut développer des compétences de pair et danse. Et nous avons donc des formations qui sont minimum 4 jours, puisqu'il y a un socle de formation commun pour tous, avec ensuite une formation, ensuite ou avant, hein, tout dépend de ce que le patient ressource va privilégier comme type d'intervention, puisque c'est lui qui va choisir d'être patient ressource témoin, patient ressource parcours, ou les deux. Et donc, on va dire que le tronc commun dans toute cette formation, c'est quand même savoir gérer ses émotions, les identifier pour les maîtriser. Et puis, le patient ressource parcours va être sensibilisé à l'écoute et à la capacité d'ouverture à l'autre. Les compétences pour le patient ressource, bien connaître sa maladie, et les séquelles éventuelles, et avoir appris à les gérer. On est bien sur son expérience à soi. Être à même de pouvoir témoigner avec un certain recul, donc, en fonction de son expérience dans ce parcours. Être à l'aise pour prendre la parole, c'est le moins qu'on puisse faire pour s'exprimer devant des étudiants. Être capable de s'intégrer ou de s'adapter à une équipe, c'est le rôle des patients ressources parcours, avec une capacité d'accueil, d'empathie, d'analyse et d'adaptation. La mission du patient ressource témoin. Personnellement, je suis patient ressource témoin depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et l'objectif, c'est de transmettre son expérience dans le cadre de la formation initiale des professionnels de santé. Ça se passe comment? Nous sommes 2 patients ressources témoins et nous sommes accompagnés d'un modérateur qui est un médecin, qui est là pour expliquer le dispositif aux étudiants qui sont devant nous, qui va être attentif au fait que ce témoignage ne va pas perturber le patient ressource, parce que très clairement, même au bout de 6 ans, on peut très bien parfois, parce que c'est un jour sans, être plus ou moins à l'aise, et puis qui va être en capacité de susciter les questionnements, parce que notre objectif, c'est de témoigner de notre vécu, de ce qui a été positif, mais de ce qui l'a été moins, et de sensibiliser les professionnels de santé, parce que la plupart du temps, c'est quand même un problème de communication. Communication parce qu'il est compliqué très certainement de toujours adapter son langage à la personne qui est en face. Et pour cela, il faut avoir le temps de connaître son patient et de savoir quel va être l'impact du parcours de soins dans le parcours de vie en fonction de l'expérience personnelle, professionnelle, amicale, sociale, familiale, qui fait qu'une même pathologie sur des personnes d'un âge identique ne va pas du tout produire les mêmes effets. Donc nous témoignons de ces besoins et nous sommes également là pour faire comprendre, mais je l'ai déjà dit, que la communication peut vraiment parfois être difficile. Dire aux jeunes étudiants qu'une consultation d'annonce impacte un effet de sidération, de répéter 2 fois la même chose, parfois il faudra aller jusqu'à 4 pour que le patient ait compris au mieux la moitié de ce qui a été dit. Donc c'est en cela que nous insistons lorsque nous intervenons devant les étudiants. Et puis l'impact que peut avoir la maladie, alors soit parce que l'on était très isolé, soit parce que l'on a des enfants très jeunes, comment on les informe, tout ce retour
qui est fait devant les étudiants leur permet de mieux comprendre comment orienter leur relation avec le malade. Marie-Alberte Dijoux, j'interviens à l'ICO d'Angers. Je suis patiente ressources parcours. Pour l'émission du patient ressources parcours, transmettre son expérience de personnes malades, de personnes ayant eu un cancer auprès des autres patients, et ceci dans le but de l'amélioration continue du parcours de soins. Écouter activement le bénéficiaire pour lui permettre d'exprimer son ressenti, ses inquiétudes, qui ne sont pas toujours faciles à exprimer à ses proches. Nous sommes souvent questionnés sur notre propre parcours, des questions sur les effets secondaires. Avez-vous aussi perdu vos cheveux? Quels ont été vos effets secondaires? Nous pouvons leur dire également que les activités peuvent se poursuivre même pendant un cancer. Les traitements ne rendent pas malades tous les jours. Nous pouvons les orienter également vers les soins de support ou leur rappeler qu'il existe des ateliers d'éducation thérapeutique et des soins de support. Nous sommes un intermédiaire et un interprète entre le soignant et le soigné. Les rencontres ont lieu souvent dans les chambres du patient pendant la chimiothérapie et c'est par l'intermédiaire de l'infirmière, nous pouvons faire remonter des besoins ou des demandes particulières d'un patient. Nous transmettons aux soignants notre expérience pour l'aider à l'amélioration des parcours de soins. Une fiche de liaison lui est remise après chaque entretien et cette fiche est versée au dossier du patient. Nous pouvons être amenés à relire des documents concernant le parcours de soins avec notre vécu de patient. Alors, accompagner également les patients qui le souhaitent dans leur vécu de la maladie. Ça n'a pas été défini vraiment comme un accompagnement, c'est plutôt des rencontres ponctuelles tout au long de la maladie, même s'il nous arrive de rencontrer plusieurs fois le même patient. Mais ce n'est pas un accompagnement tout au long de la maladie. Voilà, nous vous avons présenté assez rapidement parce que nous aurait pu en parler beaucoup plus, mais je vais m'arrêter. Si vous avez des questions, nous serons ravis de pouvoir y répondre, bien évidemment. Une question pour Madame Dijoux, Marie-Alberte. Vous faites donc vos rencontres en prédominance dans les salles, dans les chambres des patients. En moyenne, vous passez combien de temps auprès des patients? En moyenne, je dirais une demi-heure, une bonne demi-heure. Ça peut être plus, ça peut être très court parce que l'infirmière va venir faire un soin. Mais en général, il y a une bonne entente avec les soignants et ça se passe bien. Mais c'est, je dirais, en moyenne une demi-heure. Oui. Bonjour, une question pour Thomas Giséquet. J'avais une question par rapport au métier d'IPA et d'IDEC. Donc j'ai bien compris, on va arriver dans nos structures des IPA avec un diplôme et une structuration du métier qui se forme. Qu'en est-il pour les IDEC qui en fait sont issus du terrain, en fait, de la pratique, qui ont une reconnaissance qui est une reconnaissance métier, mais qui n'ont pas une reconnaissance diplôme? Est-ce qu'il y a un travail qui va être initié pour pouvoir avoir qu'elles aient une vraie reconnaissance ou de validation des acquis ou de choses comme ça qu'on voit dans les autres métiers? Pourquoi ça n'existerait pas dans ce type de métier? Là, j'aimerais pouvoir prendre toutes ces décisions. Je ne sais pas. Je pense que les deux profils que j'ai cités, pour moi, je pense que l'IDEC correspond au profil d'infirmière clinicienne
Et dans les années à venir, je pense que on va attendre vers ça, c'est-à-dire une formation des IDEC de grade master, et elles auront un rôle d'infirmière clinicienne. Après, je ne sais pas ce qui se dit là-haut. En tout cas, je sais que ça leur a été proposé. Pour compléter ce que dit Thomas, en fait, c'est un peu le sujet là, du projet qui est mené actuellement en COPL, notamment par Johanna et Sarah, qui est dans la salle. C'est vraiment un état des lieux. Alors on a appelé ça état des lieux des IDEC, cartographie IDEC. En vrai, c'est toutes les infirmières, tous les métiers infirmiers autour de la coordination. Parce qu'on sait qu'on a les IDEC, on a les infirmières pivots, on a les infirmières de parcours, et on a vu, comme tu présentais dans ton diaporama, qu'en fonction des centres, des établissements, des structures, les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, il y a un gros travail d'état des lieux qui est en train d'être fait. Il y a eu une partie qualitative et un questionnaire, et on aimerait pouvoir produire un document l'année prochaine qui mette à plat les métiers, les missions, les compétences. Parce que justement, on a besoin d'avoir quelque chose de valorisé. Quand je dis valorisé, c'est pas en termes financiers, hein, mais on va dire reconnu, et qu'on puisse pouvoir s'appuyer dessus, parce que même c'est un sujet aussi qui est qui intéresse beaucoup l'ARS, c'est qu'il vaut mieux qu'on puisse nous proposer quelque chose qui vient du terrain plutôt que d'attendre que l'ARS donne un cadre en disant voilà, c'est comme ça. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire dans les mois qui viennent, et on l'espère justement après pouvoir proposer ce document à l'ARS pour pouvoir, s'il y a un appel à projet ou s'il y a un projet qui était mené autour de ça, avoir une vraie reconnaissance, en tout cas dans la région, des infirmiers de coordination. Et je dis volontiers pas le mot IDEC, parce qu'on sait que là, sûrement, comme tu l'as dit à la fin de ta présentation, ça peut être un peu tendu entre le rôle de l'IDEC, le rôle de l'IPA, et qui prend le métier de qui. Et c'est, moi j'ai souvent tendance à dire l'IPA, finalement, mais peut-être que je me trompe, c'est une formation avec un diplôme, et l'IDEC c'est une fonction et c'est un métier, et finalement une IPA peut avoir des fonctions d'IDEC, mais l'IDEC peut ne pas être une IPA à la base. Donc c'est vraiment deux choses qui travaillent ensemble et qui sont différentes sur la façon d'entrer dans le parcours. Tout à fait. On l'a vu, c'est un problème de chronologie, parce que les infirmiers de pratique avancée, c'était Berland en 2002, ça a été validé en 2012, quelque chose comme ça, ou 2016, alors que les IDEC, c'était le plan cancer numéro 2. Et c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de choses sur les IDEC. Bon, l'INCa n'est plus là, mais ça fait quand même maintenant quelques années qu'on attend le rapport définitif qui ne sortira jamais. Parce qu'en fait, c'était une évaluation. On a demandé aux établissements qui ont participé de faire une évaluation. C'était prolongé pendant 2 ans. Pour faire une évaluation complémentaire, on a fait l'évaluation complémentaire. Et ça fait bientôt 10 ans que je demande à l'INCa quand est-ce qu'on aura le résultat définitif. Et c'est un petit peu dommage que l'on soit obligé localement de refaire un certain nombre d'expérimentations alors que des résultats existent déjà. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'un problème, il y a peut-être aussi un problème de volonté politique, mais ça ne nous regarde pas. Au-delà de l'échelle locale, c'est-à-dire que ce qui se passe en France s'est passé ailleurs avant et depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, avec ces formes-là d'exercice des infirmières de coordination qui sont devenues des infirmières cliniciennes spécialisées, donc reconnues dans leurs fonctions. Moi, j'ai 2 observations et une question. Première observation, c'est que sur les stations ressources, je pense qu'il y a de belles perspectives à venir parce qu'il faut savoir que dans les certifications désormais des établissements, les expédiateurs sont très attentifs au rôle des patients ressources dans les établissements. Donc là, il y a un vrai travail à mener parce que au début, il me semble. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième observation, c'est que sur les idées qui partent, je rejoins ce que disait Dr Bergerot, c'est que je pense que les professionnels sont intéressés par voilà, ces métiers, ces missions. Peut-être un problème de moyens, clairement, parce que tous les établissements ne peuvent pas non plus financer ce genre de formation. Donc il y aura certainement des choses à venir dans les CEPOM, à travailler avec nos ARS sur ce sujet. Et puis, j'ai une question par rapport à la qualité en matière de cancérologie, c'est que les établissements sont aussi financés à la qualité, de plus en plus.
Et peut-être qu'il y aura un travail sur des indicateurs qualité sur le cancer. Peut-être à approfondir, il me semble, parce qu'on les voit peut-être sur les RCP, non RCP par spécialité. Alors ça c'est sûr qu'en plus on le voit alors, dans cette année avec le renouvellement des autorisations, les RCP, on en a beaucoup parlé ce matin, alors peut-être que pour certains on se dit bah, les RCP ça fait longtemps que ça existe, c'est acquis, en fait on voit bien qu'on se repose toujours la question, que parfois les RCP ça dérive ou ça marche pas aussi bien, et puis on voit aussi que maintenant avec les nouvelles formes de traitement on va avoir besoin de plus en plus de RCP de recours, et puis le temps que ça prend. Donc je pense qu'il y a vraiment, faut pas lâcher sur les RCP, c'est vraiment, on l'a dit ce matin avec Claire, le maillon initial du parcours de soins, mais je pense qu'en termes de coordination, et on l'a vu dans les présentations de ce matin, la RCP c'est un petit peu le démarrage, c'est l'apprentissage du travailler ensemble, c'est pas le vivre ensemble, mais c'est vraiment le travailler ensemble, et à partir de là, d'autres projets se sont construits. Il n'y aurait jamais eu de réseau régional de cancérologie s'il n'y avait pas eu les RCP. Enfin, c'est vraiment c'est la base, c'est un peu la base. Et si ça s'effondre, le reste suit derrière. Donc, je pense que c'est vraiment important de suivre ça en termes d'activité, en termes de qualité. Et il y a un suivi d'activité qui doit tenir. Et d'ailleurs, dans les critères d'autorisation, c'est fondamental. Hein, il faut que les directeurs d'établissement puissent avoir cette trace. Mais ça, c'est pour la partie, on pourrait dire, c'est encore de la traçabilité, c'est du chiffre, etc. L'idée, c'est quand même de montrer derrière, pour répondre à la question de Madame Sandrin qui était à ma place ce matin, que le patient puisse être rassuré sur le fait que la décision thérapeutique, elle a été prise en collégialité, selon les référentiels de bonne pratique, donc c'est pas juste une réunion de plus. Et donc c'est important de le suivre. Et en termes de qualité, on peut aller même plus loin que simplement regarder le chiffre et le nombre de dossiers staffés, mais imaginer des projets, des évaluations. Alors ça peut se faire au niveau du réseau, mais ça peut se faire au niveau des 3C. Hein. Je pense que Hervé l'a dit dans son diaporama, mais il y a certains 3C qui s'emparent du sujet en mettant en place des enquêtes ad hoc sur un temps définitif, en allant plus loin que l'indicateur IMPACT, où on compte les fiches RCP dans les dossiers, mais aller voir si la proposition qui est décidée dans la fiche RCP, c'est la proposition qui était idéale. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire autour des RCP, et c'est pas un sujet comment dire, de routine maintenant. Je crois qu'il faut vraiment aller plus loin au niveau de l'activité et de la qualité dans les RCP, en prenant le temps de monter des petits protocoles, des projets qui peuvent se faire au niveau du réseau, des 3C ou d'un établissement de santé. Oui, je pense que ça, il faut vraiment garder un bon focus sur ces RCP. Pour compléter ce que tu dis aussi, c'est que dans la mission de 3C, il a juste oublié un détail, c'est qu'on est aussi chargé de faire tous les ans maintenant un rapport d'activité. Et ce rapport d'activité est extrêmement important parce qu'il y a le rapport d'activité classique, mais aussi c'est les spécificités que peuvent faire les 3C et a priori le financement pour avoir une petite partie qui va aussi être décidée sur un peu les choses un peu spécifiques qui sont faites dans le cadre du 3C. Donc c'est pour ça que voilà, le rôle du 3C a un certain nombre de cadres, mais on a aussi une liberté pour essayer de faire quelques activités supplémentaires. Autrement, juste pour revenir pour le patient ressource, j'espère quand même que le patient ressource, ce n'est pas utile uniquement pour les établissements. Pour le suivre depuis longtemps, c'est surtout utile pour les patients qui en bénéficient. Alors justement, pour le patient ressource, il y a un petit peu des abus de langage. On parle de patient ressource, de patient partenaire. Je suis d'accord avec vous par rapport aux certifications et à la mise en place de patients ressources. Pour être patient ressource dans un hôpital et intervenir en ETP, il faut d'abord avoir la formation des 40 heures à l'ETP. Je n'ai pas compris que les patients ressources formés par la Ligue avaient cette formation à l'ETP, ou vous ne l'avez pas dit. Alors, vous parlez du patient partenaire, oui, qui doit avoir la formation de 40 heures en ETP, oui, qui est différent du patient ressource, qui est une terminologie appartenant à la Ligue contre le cancer et dont la formation est celle dont je vous ai parlé. Oui. Nous n'intervenons pas dans le parcours, dans le soin. Nous sommes là pour témoigner, et nous témoignons, alors dans notre département 44, nous témoignons non seulement dans les IFSI ou à l'ICO de Nantes, ou à l'école de Manip, ou même à la faculté de médecine devant les premières années de spécialité médecine générale. Mais nous intervenons aussi devant les externes qui vont faire leur première consultation d'annonce. Nous participons à la formation
mais nous n'avons pas la formation ETP. Après, dans la formation Passion Ressources Parcours, il y a cette possibilité pour les patients parcours de suivre la formation ETP, mais ça n'est pas une obligation. Et lorsque nous intervenons en tant que patient ressources parcours, nous intervenons dans des établissements, ça peut être lycéo à Angers ou à Nantes, ça peut être dans d'autres établissements tels que la clinique mutualiste à Saint-Nazaire ou dans d'autres comme ça va se faire l'année prochaine. Mais dans notre département, nous avons aussi la possibilité de joindre les patients peuvent être joints par téléphone ou dans notre comité. C'est-à-dire que nous répondons à la demande, nous sommes vraiment pour accompagner le patient dans son parcours. Oui. Au moment où le dispositif pilote de ce patient ressources a été lancé en 2016, la Vendée n'a pas participé à la formation des patients ressources. Je suis moi-même patiente partenaire et j'ai fait un DU à l'Université des patients, une formation de 120 heures, suivie d'une formation à l'ETP. J'interviens à l'IFSI de La Roche-sur-Yon et quand je vois l'intitulé de la table ronde, des métiers au service de la coordination, je me questionne sur le statut du patient ressource, du patient partenaire, et je voulais interpeller Fabienne. En Nouvelle-Aquitaine, il y a un dispositif en place en ce moment, suite à un appel à projet, de faire entrer des patients partenaires formés avec un DU dans les établissements de santé, avec un financement de 18 mois de l'ARS, puis 18 mois des établissements de santé. Donc d'ici 1 an et demi, on va avoir les premiers retours. Est-ce que ce dispositif pilote en Nouvelle-Aquitaine va être élargi à toute la France et que tout le monde puisse, que tous les patients puissent bénéficier d'un accompagnement des patients partenaires et tous les professionnels de santé. Merci. Sandrine, merci pour la question. Je vais prendre mon rôle de réseau et relancer la question à l'ARS qui est ici présente. Et Sylvie va peut-être pouvoir répondre à votre question. Merci. Donc, je suis responsable de la mission qualité, pertinence et efficience des parcours à l'ARS Pays de la Loire. Donc pour l'instant, c'est pas arrivé encore jusqu'à l'ARS Pays de la Loire, mais je prends bonne note parce que ça me donne évidemment des idées et ça sera exploité. Et je voulais aussi repréciser l'expérience patient, parce qu'on parle de patients ressources et de patients partenaires, et vous évoquiez du coup la certification. Et en effet, au niveau de la Haute Autorité de Santé, les outils d'évaluation de la qualité des prestations vont maintenant beaucoup plus vers le recueil de l'expérience patient. Voilà. Donc je ne peux pas complètement répondre à la question de madame. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que le cancer touche toutes les strates de la population, toutes les catégories sociales qui nous composent, et que le patient ressource peut ne pas avoir une formation initiale très élevée qui ne lui permettrait pas de s'inscrire dans un DU, de le suivre et de l'obtenir, alors que son expérience peut être intéressante et apporter non seulement à la formation des soignants par ses retours, parce que le soignant va avoir devant lui non pas toujours des personnes qui ont bac plus 5, mais parfois qui ont bac moins 10, et que la façon dont on vit la maladie, elle n'est pas corrélée avec son niveau de formation. La mienne est suffisante pour que je me sente à l'aise, mais je suis avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout ce niveau de formation et qui apportent justement par leur témoignage une vision très particulière de ce que peut vivre le malade lorsqu'on lui explique quelque chose qu'il n'est pas en capacité de comprendre ou pour lequel les mots utilisés sont, excusez-moi, mais totalement hors sol. Donc nous, patients ressources, nous intervenons à ce niveau-là et c'est bien que toutes les catégories sociales puissent participer. Alors après, je n'ai rien contre le patient partenaire, DU. J'interviens sur des formations DU à la fac de Nantes.
Je suis patient partenaire, mais je suis d'abord et avant tout patient ressource dans les établissements de soins de cancer. Merci beaucoup pour cette discussion riche. Je pense qu'on va devoir arrêter là la discussion et passer à l'étape suivante.